Bienvenue à tous, c'est InfoSoir. Voici les titres de ce jeudi. Des chiffres toujours élevés, 4 559 nouvelles contaminations au Covid-19 répertoriées ces dernières 24 heures. C'est toujours la région de Casablanca-Stade qui enregistre le nombre le plus élevé de cas. 77 décès sont à déplorer au niveau national. Une opération massive de vaccination contre le Covid-19 prévue au Maroc dans les prochaines semaines. Une opération qui a fait l'objet de nombreux commentaires dans la presse nationale et internationale. Le Royaume est considéré comme précurseur et rapide dans ses décisions. Le poste frontière de Guerguerat a connu un développement socio-économique important au cours de ces dernières années. Une dynamique qui se poursuit. Bientôt, une grande mosquée verra le jour. Les travaux de construction de ce lieu de culte ont été lancés. La sortie du dernier roman de Hicham El Asri, un ouvrage déjanté qui puise dans l'univers cinématographique, celui des jeux vidéo et de science-fiction, c'est à découvrir dans la chronique de Samia Harissi. Madame, Monsieur, bonsoir. En ouverture de cette édition, ce communiqué du cabinet royal, Sa Majesté le roi Mohammed VI a reçu ce jeudi un appel téléphonique de son frère, Sa Majesté le roi Abdallah II Ibn al-Hussein, souverain du royaume hachémite de Jordanie. Cet appel intervient dans le cadre des liens forts et de l'affection sincère qui lient les deux souverains et en concrétisation de la tradition de concertation continue et de coordination permanente entre les deux rois. Lors de cet entretien, le souverain hachémite a salué les décisions prises par Sa Majesté le Roi pour sécuriser la circulation des personnes et des biens dans la région de Guerguerat. Sa Majesté le Roi Abdallah II a exprimé à Sa Majesté le Roi Mohammed VI le souhait du royaume hachémite de Jordanie d'ouvrir un consulat général Al-Ayoun au Maroc. Les ministères des Affaires étrangères des deux pays se coordonneront pour fixer les dispositions nécessaires à cet effet. À présent, un point sur la situation épidémiologique avec les chiffres clés et la répartition des cas par région. 4 559 nouvelles infections au Covid-19 ont été répertoriées ces dernières 24 heures. C'est toujours la région de Casablanca-Stade qui enregistre le nombre le plus élevé de cas, 1749. Arrive ensuite Rabat, Salé, Kénitra avec 964 cas positifs. Pour ce qui est des décès, 77 sont à déplorer au niveau national. Et vous le savez, dans les prochaines semaines, une opération massive de vaccination contre le Covid-19 est prévue au Maroc. Une opération qui a fait l'objet de nombreux commentaires dans la presse nationale et internationale. Le Royaume est considéré comme précurseur et rapide dans ses décisions. Il est ce que l'on peut appeler primo-vaccinant, faisant partie des premiers pays au monde à attaquer la nouvelle vague de défense. La revue de presse est signée Jaziel Hamel. La course au vaccin contre le Covid-19 est engagée depuis quelques semaines dans le monde, un défi que souhaitent relever bon nombre de laboratoires et nombreux sont les pays qui s'apprêtent ou qui ont déjà passé commande, à l'image du Maroc qui veut aussi son vaccin, le but étant pour le Royaume de vacciner en priorité sa population mais aussi de fournir d'autres pays d'Afrique. Le Monde relate ainsi qu'en signant un accord de partenariat avec le géant chinois, le Maroc se fait une place dans la course à la fabrication du vaccin sur son sol. Le quotidien français conclut sur la possibilité à terme de produire pour d'autres pays du continent. France 24 titre également: le Maroc va lancer une campagne de vaccination contre le coronavirus, avant d'expliquer que cette décision royale a été prise sur les conseils du comité scientifique national qui estime que la vaccination est une véritable solution pour mettre fin à la pandémie. D'ailleurs, le Maroc a d'ores et déjà passé des commandes pour 2 vaccins actuellement en phase 3 d'essais cliniques, parmi eux celui de Sinopharm. Dans une déclaration à Reuters, Saad-Din Al-Uthmani explique que le Royaume attend que ce vaccin soit d'abord approuvé avant de le déployer dès décembre prochain. Le Maroc a également passé commande à AstraZeneca et est en pourparlers avec Pfizer. La même agence de presse britannique rapporte que le vaccin développé par le groupe pharmaceutique national chinois Sinopharm vient d'être injecté à près d'1 million de personnes dans le cadre du programme d'utilisation d'urgence. Reuters souligne dans ce sens qu'aucune réaction indésirable grave n'a été signalée de la part de ceux qui ont reçu ce vaccin expérimental. En Chine, une deuxième vague de vaccination a été lancée. Le vaccin dont il est question est le Coronavac, un vaccin inactivé qui, selon France Télévisions, est un antiviral traditionnel, contrairement à ceux de Pfizer et de Moderna.
De quoi espérer un retour à la vie normale à partir d'avril 2021. Média 24 affirme de son côté que le démarrage effectif de la campagne de vaccination fera prendre conscience à l'opinion publique que le bout du tunnel est proche. Et pour parler de cette campagne de vaccination, nous recevons ce soir le professeur Kamel Merhoum Fidali, chef du service des maladies infectieuses au CHU Ibn Rushd à Casablanca. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Alors le Maroc est l'un des premiers pays à lancer officiellement la vaccination. C'est un choix stratégique. Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? Écoutez, merci pour l'opportunité. Et je pense qu'il faut en être fier. Parce que nous sommes un pays précurseur dans cette course. C'est une véritable course vers l'acquisition de vaccins. Les vaccins n'étant pas encore là, n'étant pas encore prêts, il faut déjà se positionner. Et je pense qu'on a une chance extraordinaire que le Maroc ait pu se positionner auprès de plusieurs fournisseurs, le vaccin chinois, le vaccin de Pfizer, comme on l'a entendu au niveau du clip précédent. Du reportage. Oui. Voilà, du reportage. Et je pense que là, c'est quelque chose d'important dans la lutte contre cette pandémie. Parce que cette pandémie ne passe pas juste par les mesures barrières. D'accord, il faut continuer. C'est certain, c'est quelque chose d'obligatoire. Mais si on veut réellement vaincre cette épidémie, si on veut réellement que notre économie reparte de l'avant, il faut quelque chose de plus. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tous les pays sont en train de chercher comment accéder à ces vaccins. Et je pense que là, on est en bonne position. En tout cas, au niveau de l'Afrique, nous sommes, je pense, 2 pays actuellement à nous être positionnés pour des vaccins. Et on est peut-être en avance parce qu'on va recevoir des vaccins dès le mois de décembre. Et nous allons pouvoir les utiliser, disons, au niveau de cette campagne massive au niveau du Maroc. Et je crois que le plus important, c'est que la population marocaine adhère à cette campagne. C'est très important. Alors justement, on le sait, dans un premier temps, c'est une population considérée comme prioritaire qui sera vaccinée. Mais est-ce que ce vaccin peut devenir obligatoire? Écoutez, c'est difficile à dire. Mais là, moi, je dirais que dans un premier temps, il est clair qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Donc on ne peut pas le rendre obligatoire. Mais il y aura un arrivage progressif de vaccins et au fur et à mesure, après avoir vacciné les populations les plus vulnérables, les populations clés au niveau du pays, on sait qu'on va commencer par le personnel soignant, il y aura aussi les personnes les plus vulnérables, la sûreté, et les plus vulnérables également en termes d'âge, en termes de maladies qui accompagnent, disons, ces personnes et qui peuvent les rendre très vulnérables vis-à-vis de la Covid-19. Eh bien, je pense qu'avec le temps, on sera amené à vacciner plus de personnes. Mais il ne faut pas oublier aussi que lorsque la vaccination aura fait son chemin à travers le monde, on va peut-être demander à quelqu'un qui cherche une mobilité entre pays ou entre régions, il faut qu'il présente peut-être... C'est-à-dire que peut-être pour voyager, ce vaccin deviendra obligatoire. Exactement. Un certificat de vaccination pourra être exigé. Et je pense que c'est un moyen indirect de le rendre obligatoire. Professeur, vous restez avec nous. On va continuer à parler de cette course au vaccin. Alors, l'attente d'un vaccin contre le coronavirus n'aura jamais semblé aussi longue. Où en sont les différents laboratoires dans leurs recherches respectives? Si les résultats sont encourageants, ils suscitent également des interrogations quant au niveau de sûreté de ces vaccins. On fait le point avec Mamadou Diaye. C'est un tournant décisif dans la recherche de vaccins contre le coronavirus. Depuis quelques jours, les laboratoires et sociétés engagées dans la course aux vaccins rivalisent de bonnes nouvelles. Dans une première annonce, Pfizer avec BioNTech faisait déjà état d'un vaccin efficace à 90%, avant de porter cette estimation à la hausse 95% désormais. Mieux que tout ce qui a été annoncé jusqu'ici, cette efficacité serait le résultat de l'analyse finale des données de la phase 3 d'essais cliniques du dit vaccin. C'est à ces proportions qu'avait situé la société américaine Moderna quelques heures plus tôt l'efficacité de son vaccin contre le Covid-19, c'est-à-dire 94,5%. La Russie avait par ailleurs revendiqué l'efficacité de son vaccin anti-Covid à 92%. Face aux multiples enjeux commerciaux, beaucoup s'interrogent sur le caractère sûr de ces produits annoncés. Là également, les réponses ne se sont pas fait attendre.
Pfizer-BioNTech parle d'effets secondaires importants observés que sur plus de 2% des participants, maux de tête et fatigue. Dans ce même sillage, l'Espagne vient d'autoriser le lancement de la phase 3 d'essais cliniques d'un vaccin. Près de 30 000 volontaires issus d'un peu partout en Europe y prendront part. Autre pays qui a appuyé sur l'accélérateur ces dernières heures, c'est la Chine. Le pays a déjà lancé une vaste campagne de vaccination, rapportent plusieurs médias. Professeur Kamel Merhem Fileli, je reviens vers vous. Alors, une véritable course au vaccin a été lancée depuis le début de cette pandémie. Aujourd'hui, plusieurs laboratoires annoncent des résultats probants. On l'a entendu, une efficacité entre 90 et 95%. Quelle est la différence entre tous ces vaccins? Est-ce qu'ils sont aussi sûrs et efficaces les uns que les autres? Bien, il y a beaucoup de différences entre les vaccins. D'abord, dans le mode de fabrication. Les techniques de fabrication ne sont pas les mêmes. Deuxièmement, il y a des différences en termes de nécessité pour la logistique. Certains doivent être conservés à des températures extrêmement basses. D'autres peuvent être gardés au réfrigérateur. Donc ça, c'est quand même des choses qui sont très importantes à prendre en considération quand on choisit des vaccins. Donc pour justement la logistique et le déploiement de ces vaccins au niveau d'un pays. Alors, vous parlez disons, de tolérance, de sécurité. Tout à fait. Eh bien, je pense que là, c'est quelque chose de très important. Et je voudrais rappeler ici que le Maroc a fait partie d'un grand protocole de recherche à travers plusieurs pays. Donc c'est une étude multicentrique internationale qui a eu lieu dans différents pays, je passe les noms, mais dont le Maroc. Au Maroc, nous avons mené cette étude, une étude qui a intéressé 600 personnes. Quel est l'intérêt de faire cette étude? C'est d'abord pour un partenariat avec la Chine, avec la société qui fabrique ce vaccin, mais derrière cela, il y a également le fait de tester ce vaccin. Nous l'avons testé. Personnellement, je fais partie de l'équipe de Casablanca qui a testé ce vaccin. Et je peux vous dire que parmi les effets indésirables que nous avons eus, il n'y en a pas eu beaucoup. Il y a eu ce que nous avons entendu là. Des personnes ont eu mal à la tête, des personnes ont eu un peu de fièvre, des personnes ont eu mal aux muscles, des courbatures. D'accord ? Je crois que c'est des choses qu'on voit avec d'autres vaccins. Ce n'est pas spécifique du vaccin contre la Covid-19. Il y a eu également des personnes qui ont eu quelques douleurs au niveau du point d'injection. Ça aussi, ce n'est pas nouveau. Mais je pense que le plus important... Vous faites partie des volontaires sur lesquels ont été testés ce test? Personnellement, non. Ah, non. De l'équipe? Je fais partie de l'équipe. D'accord. Voilà, parce que je ne pouvais pas être en même temps le volontaire. D'accord. Je ne pouvais pas en même temps être le volontaire. On ne sait jamais. D'accord. C'est bien de préciser parce qu'on aurait pu mal comprendre. Mais là, je peux vous dire que lorsque le vaccin sera là, je vais le faire. Parce que je l'ai vu sur le terrain et j'ai vu les effets de ce vaccin. Alors, est-ce qu'on a une idée sur la durée de protection de ce vaccin? Eh bien, c'est là où c'est un petit peu embêtant. Nous n'avons pas encore de réponse. Voilà. Parce que vous savez que la maladie est toute nouvelle. Le vaccin est encore plus récent que la maladie. Et donc là, il faut du recul. Malheureusement, les études n'ont pas encore permis d'avoir ce recul. Alors, tout à fait. Alors, il faut généralement une dizaine d'années pour développer un vaccin. Avec l'épidémie de coronavirus, les équipes de chercheurs ont dû travailler dans des temps records. Est-ce qu'il y a des risques au niveau des effets secondaires, si ce n'est pas à court terme, en tout cas à long terme? Écoutez, je commencerai par le long terme. Le long terme, le risque existe toujours, quel que soit le médicament. Il y a eu beaucoup de médicaments qui ont été retirés du marché plusieurs années après leur découverte. Bon, ça on ne peut pas l'exclure. Mais à court et à moyen terme, je pense qu'on peut s'avancer. Eh bien, depuis le temps que ce vaccin est utilisé, il a été utilisé sur des milliers de personnes. En Chine, au Maroc, aux Émirats arabes unis, en Argentine, au Pérou. Et donc, je pense que ce collectif de volontaires qui a été vacciné, eh bien, il nous permet déjà d'avoir une idée. D'accord ? On ne peut pas dire que ce vaccin va entraîner des problèmes chez une personne parce que ça a été fabriqué rapidement. Non, parce que fabriquer rapidement un vaccin normalement c'est 7 à 10 ans. D'accord ? Là ça a été comprimé au maximum. Mais sur quoi on gagne ce temps ? On le gagne sur les différentes phases. Au lieu d'attendre qu'une phase soit finie
approuvé pour passer à la deuxième, ben pendant qu'on est à la phase 1, on est déjà en train de préparer la phase 2. Dès que la phase 1 est passée, ben on est déjà sur la phase 2, etc., etc. Et là, on gagne énormément de temps. Et là, à la fin, on gagne sur la fabrication du vaccin. Voilà. Professeur Kamel Merhoum Filali, je rappelle que vous êtes chef du service des maladies infectieuses au CHU Ibn Rushd. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de refermer cette page consacrée au vaccin, cette mise au point, le ministère de la Santé a catégoriquement démenti ce jeudi les allégations sur l'acquisition d'un vaccin chinois anti-Covid-19 à 27 dirhams la dose. Dans un communiqué, le ministère a qualifié d'infondées et de fausses les informations diffusées sur des réseaux sociaux et sur des applications de messagerie instantanée prétendant que le Maroc achètera un vaccin anti-Covid-19 au prix de 27 dirhams la dose fixée. Le ministère qui appelle à faire preuve de prudence face aux fake news a donné inexactes précise que le prix de vente du vaccin aux citoyens n'a toujours pas été fixé. Arrêtons-nous à présent sur la réunion hebdomadaire des membres de l'exécutif. Lors de ce conseil, le chef du gouvernement est revenu sur les derniers événements de Guerguerat. Saïd El Athmani a déclaré que le passage entre le Maroc et la Mauritanie est actuellement complètement sécurisé grâce au cordon de sécurité mis en place par les forces armées royales sur instruction de Sa Majesté le Roi. Cette intervention militaire a permis de mettre fin aux provocations des milices du Polisario qui avaient entravé la circulation des biens et des personnes au niveau de ce passage frontalier reliant le Maroc à son continent. Et l'intervention légitime du Maroc pour mettre fin aux provocations répétées du Polisario et de ses milices a suscité un véritable élan de solidarité et plusieurs réactions internationales. Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, a salué le sens de la mesure et de la retenue dont le Royaume du Maroc fait preuve en vue de maintenir la stabilité de la zone tampon de Guerguerat. Le Tchad a également condamné l'obstruction par les milices du Polisario de la circulation des biens et des personnes dans la zone tampon de Guerguerat. Le poste frontière de Guerguerat, qui dépend de la commune de Bir Gundouz, a connu un développement socio-économique important au cours de ces dernières années, une dynamique qui se poursuit. Bientôt, une grande mosquée verra le jour. Les travaux de construction de ce lieu de culte qui ouvrira ses portes dans 12 mois viennent d'être lancés. Reportage Hassan Lohmadi, Nezar Bouhout, le récit est de Oussama Al-Bqali. Sous ce drapeau virevoltant au vent, la première brique de la première mosquée de Guerguerat a été posée ce matin. Initiative de Sa Majesté le Roi, ce lieu de culte, doté d'une enveloppe de 9 millions de dirhams, disposera d'une surface de 4000 m². Oui, on a besoin d'une mosquée parce que vous savez, dans la vie, il y a l'augmentation de la population qui augmente des jours au lendemain. Et cette ville est une ville stratégique qui est en passage international. Pour les habitants de Guerguerat et de la commune voisine de Bir Gundouz, la construction de cette mosquée vient à point. Avec le développement socio-économique qu'a connu la région ces dernières années, de plus en plus de personnes transitent par cette zone dans une direction comme dans l'autre. C'est une excellente nouvelle. Les habitants avaient vraiment besoin d'une mosquée au centre de Guerguerat. La présence d'une mosquée à Guerguerat est une bonne chose. Quand on s'y déplaçait, on ne trouvait pas où prier et beaucoup de personnes l'attendaient. Zone stratégique de transit de près de 200 poids lourds en direction de la Mauritanie et d'Afrique subsaharienne comme en direction du Maroc et de l'Europe. Guerguerat est une zone en pleine expansion sociale comme économique. Outre cette mosquée qui devrait être construite en 1 an, plusieurs entreprises ont développé des filiales dans cette région limitrophe de la Mauritanie durant ces dernières années. Intéressons-nous maintenant à ce programme de reconversion pour les jeunes diplômés. C'est le fruit d'un partenariat entre l'Université euro-méditerranéenne de Fès et une entreprise opérant dans le domaine industriel. Une formation en alternance qui a permis à plus d'une dizaine de lauréats d'intégrer le marché du travail. Reportage Sarah Jabri et Alain Delhmid.
Ils ont obtenu leur master mais ne sont pas parvenus à s'insérer dans le monde du travail jusqu'à ce qu'ils soient retenus par Altenboost. Un programme de requalification qui a permis à 14 jeunes diplômés triés sur le volet de bénéficier d'une formation en alternance avec à la clé de nouvelles compétences et un recrutement. C'est une chance. Dans chaque partie de notre vie, il y a des opportunités à saisir. Et la formation Altenboost elle a littéralement changé ma vie en meilleur. Alors je la recommande pour toute personne qui souhaite développer ses compétences techniques et managériales de haut niveau. Nous avons reçu beaucoup de candidatures et des fois des candidatures où il ne manquait pas grand-chose pour pouvoir les compléter et d'où l'idée de les reconvertir en mode alternance et ça c'est la manière la plus efficace pour pouvoir obtenir des profils hautement qualifiés avec forte valeur ajoutée. Il s'agit d'un programme de reconversion inédit au Maroc qui a pour objectif de développer la polyvalence des futurs ingénieurs qui souhaitent orienter leur carrière vers des métiers porteurs tels que l'automobile, l'aéronautique, l'informatique ou l'industrie 4.0. Un programme qui va être généralisé parce que aujourd'hui ces jeunes devaient aller au chômage, mais grâce à ce programme il y a une remise à niveau, il y a une plus-value. Et puis donc on va concerner d'autres secteurs autres que l'automobile et l'aéronautique. Aujourd'hui, nous leur remettons un diplôme avec leur insertion définitive au sein de l'entreprise. C'est en réalité un modèle qui répond à la vision royale pour intégrer le maximum de jeunes dans le monde du travail. La cérémonie de la remise des diplômes a également connu le lancement de la 2e édition du programme Altenboost, une édition pour laquelle une quarantaine de bénéficiaires seront retenus. La formation dure 1 année alternant cours théoriques et expérience professionnelle. C'est l'heure à présent de décrypter l'actualité culturelle avec, comme tous les jeudis, la chronique de Samia Halissi. Samia, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous nous présentez ce soir le dernier livre de Hicham El Asri, L'improbable fable de Lady Bobblehead, une histoire loin d'être classique. Oui, c'est une histoire dont on ne peut pas sortir indemne, Yahsen. Quand on connaît un peu l'univers de Hicham El Asri et ses innombrables casquettes, réalisateur, écrivain, auteur, musicien, auteur de BD, bref, on s'attend toujours à être un peu désarçonné. Mais là, j'avoue qu'on est un peu dérouté de prime abord. On doit vraiment s'accrocher, un peu comme dans une partie psychédélique de jeux vidéo. On suit le parcours haletant du personnage sans nom qui a perdu son âme et qui traverse toute une série d'épreuves plus cruelles et rocambolesques les unes que les autres. Une littérature de l'absurde tellement rafraîchissante, une sorte de mythe de Sisyphe façon Hicham El Asri qui signe là un roman incroyable, sans oublier bien sûr d'y glisser des messages philosophiques et humanistes. Nous l'avons rencontré pour vous. Reportage Amin Hiddo, récit Oussama El-Bqali. Quelques mois à peine après la sortie de l'improbable fable de Lady Bobblehead, il s'attelle déjà à l'écriture de son prochain roman. C'est l'histoire d'un personnage qui a perdu son âme et qui poursuit un véritable parcours du combattant pour la récupérer. À travers un rite initiatique, version jeu vidéo, manga et science-fiction, cet univers cher à Hicham El Asri qui signe avec l'improbable fable de Lady Bobblehead un roman inclassable, à mi-chemin entre le conte philosophique et la fable burlesque. Le texte pour moi c'est un texte écrit à la 2e personne par un personnage à qui on a dérobé son âme. Ça ressemble à une sorte de méta-quête entre Harry Potter et Seigneur des Anneaux et le comics, etc., et qui fait appel en fait à un certain nombre de référentiels dont les gens de ma génération vont reconnaître, identifier. Ceux qui ne la connaissent pas, je pense que j'ai écrit une grande phrase il faut googler ce qu'on ne connaît pas. Sortir un livre au Maroc, en français, qui fait 400 pages, compliqué, parfois c'est une gageure. Et c'est d'où en fait l'intérêt pour moi de parler aussi de l'édition, des gens de l'édition, de l'éditeur lui-même qui m'a suivi sur cette très très belle aventure qui continue, qu'on va continuer encore ensemble. Un roman au rythme à la fois violent et poétique, une espèce d'allégorie fantastique sur le malaise social de notre siècle, une quête du Graal à travers un maelstrom de péripéties épiques, une fresque moderne sur le bien, le mal et l'infime lisière qui se profile entre la folie et la raison, une littérature inspirante pour la podcasteuse et blogueuse Sheima Amin. On voit en fait un personnage qui en quelque sorte se fait troller par son auteur parce qu'il lui demande de lui créer son destin, sa quête héroïque, mais l'auteur refuse et il y a un dialogue très drôle entre les deux.
On voit aussi le personnage avancer dans une version fictionnalisée du Maroc. On retrouve des lieux et des personnages qu'on connaît, mais qui sont, upgradés de manière qui rappelle un peu la littérature fantastique et la science-fiction en même temps. Vous n'aurez jamais rien lu de semblable à l'improbable fable de Lady Bobled. Vous vous y retrouverez et vous y perdrez sans doute votre latin à travers les aventures cauchemardesques de l'anti-héros de la fable. Direction Meknes, Samia à présent, où de jeunes artistes suivent une résidence de production de cinéma d'animation, la première du genre au Maroc. Alors une résidence consacrée à la production de cinéma d'animation, et cette initiative de l'Institut français de Meknes, première du genre, comme vous le disiez, au Maroc, rassemble 4 talentueux jeunes réalisateurs de cinéma d'animation dont les projets de films sont encore en phase de production. Sarah Jabri et Al Din Hamidi les ont rencontrés, on regarde. Ils viennent de Tunisie, de France et de Côte d'Ivoire et ils ont une passion commune pour le cinéma d'animation. 4 jeunes réalisateurs aux inspirations éparses réunis pour la première résidence de production de Meknes, une expérience à travers laquelle ils souhaitent expérimenter de nouvelles formes d'animation. Dans tous mes films, j'ai travaillé avec la technique des pastels sur papier. Donc là, cette fois-ci, c'est vrai que ça a changé parce que ça fait un moment que même je fais de la peinture en même temps. Donc même dans mes peintures, je travaille de plus en plus avec du découpage, avec le collage, la technique du collage. Déjà là, au niveau des échanges, j'apprends beaucoup parce que je me rends compte qu'il y a leurs travaux, ils mettent beaucoup d'eux-mêmes en fait dans leurs travaux et tout. Ça a une symbolique et je pense que je vais commencer à faire ça à partir de maintenant. Cette résidence de production est la première initiative du genre au Maroc. L'idée est de rassembler dans une ambiance propice à la création de jeunes talentueux dont les projets de films sont encore en phase de production et de leur permettre de finaliser leurs travaux. Déjà, il y a l'émulation de rencontrer les autres, voir justement la différence de tous ces projets. Ça nous apporte différentes visions et se rendre compte que nous aussi, on a une propre approche et en plus, ça enrichit vraiment les échanges. Et il y a une autre vertu à cet accueil, c'est aussi de partager avec les publics d'enfants dans le cadre des établissements scolaires où ils se prêtent volontiers au jeu des rencontres des publics. Donc c'est pas seulement eux et leur création, ce qui est important de les avoir avec nous, mais c'est aussi le partage qu'ils suscitent. Un partage qui sera sans doute une source d'enrichissement et d'inspiration pour les 4 résidents qui, au bout de 2 semaines de dur labeur, produiront un teaser ou un test d'animation d'1 minute. Des réalisations qui leur serviront de référence pour d'éventuelles collaborations futures. Et on termine, Samia, cette chronique par votre agenda. Et on commence avec une exposition collective qui réunit de jeunes artistes. L'Expo-Day, une seule journée d'exposition, le 24 novembre au Centre Badir à Salé. Le festival maghrébin est en version digitale cette année du 25 au 29 novembre sur l'adresse qui s'affiche. Et enfin, malgré l'annulation du Festival international du film de Marrakech, les ateliers de l'Atlas maintiennent leurs activités en ligne du 30 novembre au 3 décembre. Yassine. Merci Samia, on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique culturelle. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal, ce communiqué du cabinet royal. Sa Majesté le roi Mohammed VI a reçu ce jeudi un appel téléphonique de son frère, Sa Majesté le roi Abdallah II Ibn al-Hussein, souverain du royaume hachémite de Jordanie. Cet appel intervient dans le cadre des liens forts et de l'affection sincère qui lie les 2 souverains et en concrétisation de la tradition de concertation continue et de coordination permanente entre les 2 rois. Lors de cet entretien, le souverain hachémite a salué et félicité les décisions prises par Sa Majesté le roi pour sécuriser la circulation des biens et des personnes du royaume du Maroc vers les pays d'Afrique subsaharienne. Sa Majesté le roi Abdallah II a exprimé à Sa Majesté le roi le souhait du royaume hachémite de Jordanie d'ouvrir un consulat général à l'Aïoun au Maroc. Les ministères des Affaires étrangères des 2 pays se coordonneront pour fixer les dispositions nécessaires à cet effet.
Voilà, c'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Zakaria Ait Abdelmjid. Demain à cette même place, Mehdi Soufiane. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi si tout va bien. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.